Le Finistère européen, les nations fondatrices. Vers l'an 1000, deux premières nations d'Europe naquirent dans le Finistère européen. Ces deux nations fondatrices furent la France et l'Angleterre. La France occupe le centre de l'isthme européen et elle constitue le chemin le plus court entre le nord et le midi. On peut, depuis la Méditerranée, accéder à l'océan par le profond sillon de la vallée du Rhône. Assis sur le bassin parisien, les rois capétiens mirent toute leur énergie à contrôler la route du Rhône, ce qu'ils réussirent à faire dès le 7e siècle. La France était née. Elle peut se définir comme l'union de la mer du Nord et de la Méditerranée. Cette union fut le résultat d'une action politique séculaire de la monarchie puis des républiques. La France est donc une nation artificielle et politique. D'autres pays d'Europe sont des pays ethniques. L'Allemagne rassemble en effet des ethnies germaniques. La Grande-Bretagne unit sous la même couronne les nations anglaises, galloises, écossaises. On trouve des nations monoethniques comme la Hollande ou pluriethniques comme la Suisse. La Pologne est une ethnie d'autant plus compacte que Staline et Hitler en ont chassé et massacré les non-polonais. Avec un territoire de 550 000 km², la France est le pays le plus étendu du sous-continent et certainement le plus varié. La France se présente comme une espèce de résumé d'Europe. La France est ainsi, au midi et à l'est, bordée de montagnes. À la frontière avec l'Espagne, depuis l'océan jusqu'à la mer intérieure, s'allonge la barrière des Pyrénées sur 410 km de long, avec des sommets dépassant 3000 mètres. À la frontière avec l'Italie, les Alpes françaises constituent le versant occidental de l'arc alpin. Elles sont le domaine des plus hauts reliefs, Mont Blanc, 4807 mètres, et des neiges éternelles. Au nord, les monts du Jura séparent la France de la Suisse. Plus au nord, on trouve les Vosges, massifs anciens aux altitudes modestes mais abruptes sur les versants qui tombent sur la plaine d'Alsace. Au centre du territoire, le massif central est une montagne usée, redressée sur les bordures et qui occupe le 8e de l'hexagone. Bordée par 4 mers, la France a des rivages aussi longs que ses frontières terrestres, ce qui la fait balancer entre deux destins maritimes et continentaux. En Méditerranée, les côtes présentent tous les paysages de cette mer, calanque provençale, lagune camarguaise, delta du Rhône, etc. Les côtes océanes voient se succéder les falaises de Normandie et les dunes des Landes, séparées par des rivages découpés et rocheux de la Bretagne. Au cœur de la France, quoique décalée vers le nord, trône Paris. Sa cathédrale, Notre-Dame, est entourée d'une couronne d'autres cathédrales gothiques, Amiens, Reims, Troyes, Chartres, Rouen, sans oublier Bourges, centre géographique du territoire français. À Paris, les bâtiments de la puissance se déplacent vers l'ouest depuis des siècles. Du palais de l'île de la Cité, avec sa Sainte-Chapelle, au Louvre de François Ier, aux Tuileries de Napoléon, à l'Élysée et maintenant à la Défense. Moins à l'ouest que le Versailles du Roi Soleil cependant. Le Paris des 20 arrondissements redessinés par Haussmann est la plus belle des grandes mégalopoles mondiales et bénéficie d'une convergence unique. Il est le centre du pouvoir politique, intellectuel, universitaire, industriel et commercial. Aucune ville au monde ne cumule toutes ces fonctions à la fois. Les villes de province françaises sont aujourd'hui sorties de leur torpeur. Lyon, Toulouse, Bordeaux et quelques autres sont de vraies capitales intellectuelles ou industrielles. Mais Paris tend à devenir en fait la capitale de l'Europe. Paris et Londres sont les deux mégalopoles du sous-continent européen, mais la seconde est excentrée, réduite à sa place financière, et il n'existe pas sur le continent de ville de la taille de Paris. Les deux vraies capitales du monde sont New York et Paris, qui présentent chacune un visage différent de modernité. La France a conservé de son passé colonial des poussières d'empire dans les Caraïbes, l'océan Indien, le Pacifique, les mers australes et l'Atlantique. Il arrive que l'on considère ces îles disséminées de par le monde comme les danseuses de la République, qui a fait de certaines des départements, tandis que d'autres sont restés des territoires d'outre-mer. Les départements et territoires d'outre-mer, DOM-TOM, comptent au total plus de 2,5 millions d'habitants, citoyens français que l'on doit ajouter à ceux de métropole. L'Angleterre est l'autre nation fondatrice. Née française en 1066 par la grâce de Guillaume le Conquérant, qui créa à Londres un État centralisé à la place des principautés saxonnes, elle a cru jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans qu'elle avait un destin français. Puis, après la Renaissance et avec le schisme anglican, elle comprit que son avenir était sur les mers et elle les domina de 1805 à 1941. Société de landlord, propriétaire terrien, qui ne connut pas de révolution au XVIIIe siècle,
l'Angleterre s'industrialisa rapidement en faisant travailler très durement les salariés pauvres. Elle put aussi, tout au long du XIXe siècle, en envoyer d'autres peupler des continents presque vides comme l'Océanie, relâchant ainsi une pression sociale qui autrement eût tout emporté. En Australie et en Nouvelle-Zélande, d'anciens condamnés créèrent de nouvelles nations. Après avoir participé à la victoire contre les empires centraux en 1918, la Grande-Bretagne se montra longtemps accommodante avec Hitler. Ce n'est qu'en mai 1940 qu'elle porta au pouvoir Winston Churchill et se décida à faire face, seule, au nazisme. Victorieuse mais épuisée, son empire disloqué, la nation impériale se plaça sous l'aile protectrice de l'Amérique. L'Angleterre est située sur la grande île britannique dont elle occupe moins des 2/3. Le sud est la réplique par-delà la Manche du bassin parisien. Les fleuves y sont plus courts, mais les estuaires aussi larges. Au nord-ouest, celui de la Mersey abrita avec Liverpool le port impérial par excellence. La campagne anglaise, au climat doux et pluvieux, renommée pour sa couleur verte, ses gazons drus et ses manoirs victorieux, est une espèce de grande Normandie. Londres résume l'Angleterre plus encore que Paris la France. L'estuaire de la Tamise a longtemps été le premier port de la planète. Agglomération radiocentrique comme Paris, mais en moins monumentale, Londres est une puissante ville cosmopolite qui a tout misé sur la place financière de la City et le contrôle des assurances maritimes. Reliée à Paris par le tunnel sous la Manche, elle reste l'une des capitales du monde, bien qu'excentrée par rapport au continent. Tout le sud de l'île profite du développement de Londres. Oxford et Cambridge en sont en quelque sorte les universités, et Canterbury, le centre spirituel. Mais l'Angleterre n'occupe pas seule la grande île de l'archipel, où subsista longtemps une nation ennemie. L'Écosse était le traditionnel allié de revers de la France contre l'Angleterre. Très différente du reste de l'île, c'est un massif montagneux ancien, au climat pluvieux, mais frais et rude à cause de sa latitude élevée, découpé de fjords et empli de lacs. Jamais colonisée par les Romains, qui firent bâtir entre leur province de Bretagne et elle une véritable muraille de Chine qu'on peut encore voir, l'Écosse diverge donc de l'Angleterre. Édimbourg, ville universitaire, brillante malgré les brumes, en est la capitale historique. Le reste du pays offre au tourisme de vastes espaces montagneux, brumeux, couverts de bruyères et quasi déserts, les Highlands. Sur le tiers du territoire de la Grande Île, l'Écosse compte plus de 5 millions d'habitants. Le Pays de Galles est un massif enclavé dans la campagne anglaise. Il a toujours fait partie de la couronne britannique. Son destin est anglais. C'est en quelque sorte la Bretagne de l'Angleterre. Sa capitale est Cardiff, ville active en pleine reconversion économique. Fort de ces trois entités, le Royaume-Uni reste l'une des puissances les plus importantes de la planète. Avant ou après la France, c'est selon. Mais si cette dernière a gardé le rang qu'elle avait il y a un siècle, il n'en est pas de même de l'Angleterre. Encore première puissance mondiale en 1940. Mais elle s'est bien gardée d'intégrer la zone euro et demeure en fait une république souveraine, répugnant à se voir dicter ses lois par l'étranger. Sa relation privilégiée avec les États-Unis ne contredit pas cette tendance. Elle y trouve l'avantage de la langue, mais en subit aussi les inconvénients. Ainsi s'achève la première partie de l'histoire des nations fondatrices du Finistère européen. Découvrez la suite dans la partie 2.